Voilà, donc pour ma part, c'est tout. On commence officiellement cette rencontre virtuelle FLE Macmillan. Et je vous présente Pascal Biras, notre premier intervenant, qui est diplômé des traductions et d'enseignement du FLE et qui est un grand passionné de tout ce qui est littérature, écriture. Et d'ailleurs, lui, il a lancé il y a quelques années un projet d'écriture collaboratif, les romans oraux collectifs, ROCFLE, si vous le trouverez comme ça sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc voilà, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascal, qui d'ailleurs est rédacteur des épreuves officielles d'ELF pour France Éducation Internationale, l'ancien CUEP, et entre autres, bon, notre collaborateur pour les éditions Maison des Langues et pour d'autres maisons d'édition. Donc voilà, je cède la parole à Monsieur Pascal Biras qui nous accompagne et je vous souhaite une bonne intervention. Merci. Alors, merci beaucoup, Antonio, pour cette présentation. Je suis très contente d'être avec vous, même si c'est virtuellement et ça peut sembler un peu froid. J'espère que vous êtes tous confortablement installés, toutes et tous confortablement installés, et que cette rencontre virtuelle va peut-être vous changer les idées, va vous agiter les idées, va vous stimuler un petit peu loin des impératifs de la période, du stress, de devoir s'adapter à tout ce que nous vivons. Donc, comme Antonio vous l'a dit, je suis concepteur d'épreuves, je suis formateur, je m'intéresse énormément à l'écriture créative et à la place de la fiction en classe, mais dans ma carrière, j'ai aussi eu l'occasion d'enseigner en école de commerce et dans des sections de marketing et de management. Et j'ai eu l'occasion, j'ai été un peu obligé de m'intéresser à des choses qui, sur le papier, semblent assez éloignées de mes intérêts et de mes préoccupations premières. Cependant, cependant, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Et ce que je vous propose aujourd'hui pendant cette rencontre virtuelle, c'est de m'accompagner dans la réflexion que j'ai menée, dans cette mise en parallèle de concepts strictement marketing management comme celui du leadership avec notre activité, celle d'enseignant. Donc voilà un petit peu le plan qu'on va essayer de suivre aujourd'hui pendant une demi-heure, 35 minutes. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec un petit sondage illustré. Vous avez ici 4 personnes, j'imagine que vous les reconnaissez. Vous reconnaissez peut-être Greta Thunberg, leader d'opinion, militante écologiste qui milite pour un meilleur changement climatique, ou du moins pour empêcher le changement climatique. Vous reconnaissez certainement Emmanuel Macron, président de la République, et Zuckerberg, qui est informaticien, chef d'entreprise, fondateur de Facebook, et notre collègue Véronica Duque, qui est professeure de biologie depuis 25 ans à Valladolid, si mes informations sont exactes. Et vous devez voir aussi apparaître, à côté de la diapositive, une question, un sondage, laquelle de ces personnalités est pour vous, dans son domaine, un leader efficace. Donc, on va vous laisser quelques petites secondes pour répondre à cette question. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, allez-y, votez, faites-vous plaisir. Pascal, les temps que le collègue réponde, toi, tu serais quelle Oui, personnalité? ça, c'est une bonne question, je m'y attendais pas du tout. Euh... je veux pas le dire parce que j'ai peur d'influencer les réponses, Oui, oui, mais voilà, on va je dire le ça. On dirai, va dire ça. après parce que je veux pas donner l'impression de me défiler devant la question. Alors, 33, 33, 33. Est-ce qu'on peut considérer que le vote est terminé? On va laisser Oui, peut-être 33, quelques petites 33, ça. secondes. Par contre, on n'a pas reçu des réponses par rapport à Macron. Manu, apparemment, il n'est pas très, très leader efficace, il paraît. Il n'a pas l'air très très efficace. Donc Alors, je voilà, apparemment, si considère que les résultats, c'est assez partagé entre Greta, Marc et Véronica. Alors Greta, Marc et Véronica arrivent à égalité
sur le podium. Je vois des chiffres 33, 33, 33, égalité parfaite. Ce qui va être intéressant pour chacun d'entre vous, en fonction de la réponse que vous avez donnée, c'est d'essayer d'identifier les caractéristiques et les qualités des personnes pour lesquelles vous avez voté. Donc, je vous laisse prendre connaissance des petites icônes qui sont ici sur ce graphique et de réfléchir à pourquoi vous avez voté pour telle personne plutôt qu'une autre. Antonio, si tu m'entends, tu peux aussi jouer. Oui, je peux. Je suis derrière hein, avec toutes les tripes de la plateforme, donc je ne veux pas trop jouer. Mais si. D'accord. Donc, Alors, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, nous, les profs. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ce qui caractérise notre beau métier, ce qui le rend à la fois difficile et passionnant, c'est que chaque jour, en classe, nous devons traiter en même temps plusieurs choses. D'un côté, la langue que nous enseignons, nous devons la maîtriser, la connaître dans ses moindres recoins. Nous devons aussi gérer l'apprentissage, l'enseignement de cette langue à travers des activités pédagogiques. Nous devons aussi gérer des interactions avec un public, avec nos apprenants, et notre implication personnelle dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, donc, dans ce webinaire, on va s'intéresser aux deux derniers points, c'est-à-dire aux choses qui sont plus liées à nous en tant que personne, en tant que professionnels en action. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à la langue française, ni même à des activités pédagogiques. On va plus mener une activité d'introspection sur notre métier, sur les enjeux qu'il mobilise et les caractéristiques et les qualités qu'il va appeler. Cette introspection, elle est à la fois intrapersonnelle, mais elle peut être aussi interpersonnelle. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous voyez passer sur les réseaux sociaux avec vos collègues ce genre de petits quiz, ces petits mémés, comme on les appelle, où on vous demande d'identifier des qualités chez vos collègues. Et là, vous voyez par exemple sur cet exemple des premières pistes qui vont nous guider et qu'on va retrouver régulièrement dans toute la réflexion qu'on va mener aujourd'hui. Alors, pour revenir au titre de ce webinaire, la question du leadership, je vais encore une fois solliciter votre participation à l'aide d'un petit quiz. Vous avez sur cette diapositive un nuage de mots qui est accompagné d'une question. Voilà, je la vois apparaître. Et on vous demande, parmi tous ces mots, quelle est la proportion de mots qui appartiennent aux vies du manager ou de l'enseignant. Vous avez 4 possibilités. Est-ce qu'on a affaire à 50-50, 100-0, 0-100 ou 100-100? Je vous laisse regarder les mots, je vous laisse réfléchir, analyser et répondre à ce petit quiz. voilà, et Pascal, tu demandes par rapport à cette question, donc proportion des mots appartenant aux vies du manager et de l'enseignant. Moi, je me reconnais comme ancien prof de philo que je suis. Hein. Moi, je me reconnais sur tes réponses. Voyons. Je ne veux pas te faire la même question que tout à l'heure. Hein. Je veux pas. Ah, j'ai oublié de répondre. Je répondrai après à la fin. Pardon. Alors, nous avons 100% des participants qui disent qu'il y a 50% des mots présents dans ce nuage qui sont plutôt du domaine du manager et 50% du domaine de l'enseignant. J'aimerais bien savoir pourquoi. Moi, ce que je répondrais, c'est 100% manager et 100% enseignant. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que tous les mots qui sont ici, que ce soit la stratégie pour guider, que ce soit l'inspiration
d'un groupe, d'une équipe, que ce soit la communication, comme ce soit le succès pour un examen final, comme ce soit la vision à long terme pour planifier une année scolaire, comme le fait de proposer des perspectives, de proposer des stratégies, d'avoir des compétences techniques. En ce moment, avec le virus et avec l'enseignement à la maison, les compétences techniques sont fortement mobilisées. Que ce soit d'avoir des réactions correctes en fonction du public, tous ces mots, en mon sens, appartiennent aux caractéristiques de l'agir du professeur. Et pourtant, je vous révèle un secret de source, tous ces mots, ils proviennent d'un article d'une revue de management qui s'appelait les 10 qualités principales pour être un bon manager. Tout ça pour vous dire que, à mon avis, il y a entre le manager, le leader d'entreprise et l'enseignant des points communs. Et d'ailleurs, si on observe cette définition de ce qu'est un leader, on peut établir un parallèle très fort à travers des mots-clés. Être un leader consiste à inspirer et fédérer un groupe hétérogène de personnes, exactement comme un professeur qui va devoir inspirer et fédérer son groupe d'apprenants, un groupe absolument hétérogène puisque ce sont des apprenants qui ont chacun leur vie, chacun leur intérêt, chacun leur motivation, chacun leurs problèmes, autour d'une vision pour réaliser un projet. Et le projet de l'apprentissage de l'acquisition d'une langue étrangère à travers une vision qui peut être partagée ou pas. Quand je parle de vision, ça peut être une vision utilitaire ou une vision humaniste de développement personnel par rapport à la langue étrangère pour nous enrichir, ou utilitaire juste pour acquérir des compétences nouvelles pour un curriculum vitae, pour être employable sur le marché de l'emploi. C'est dans ce sens-là que je pense à une vision particulière. Donc, le prof est une forme de leader. Mais alors, être un leader, c'est bien joli, mais vous me direz, il y a plusieurs manières d'être un leader. Il y a plusieurs styles de leadership. Sur la prochaine diapositive, vous allez voir 4 petits personnages, 4 Lego qui sont très sympathiques. Et vous voyez aussi apparaître une question. En tant qu'enseignant, est-ce que vous vous sentez plutôt avec une cravate et un gros mug, comme dans le film, plutôt charmeur face à des serpents avec une petite flûte, plutôt soldat en uniforme sur le terrain, ou plutôt surfeur? Je vous laisse réfléchir et répondre. Juste pour information, j'interviens, désolé. Et cliquez Oui, sur la réponse et puis en bas, vous allez voir apparaître un petit bouton Send, comme envoyer. Donc, cliquez sur la réponse et puis envoyez la réponse en cliquant sur Send. Voilà, c'était juste pour donner ces indications. et je vois dans les résultats que 100% des professeurs qui répondent ont l'impression d'être un charmeur de serpents lorsqu'ils sont face à leurs élèves. Alors je vous raconte un petit peu les coulisses de ces 4 petits Legos. Ces 4 petits Legos, je les ai choisis parce qu'ils sont des caricatures. J'ai voulu symboliser 4 types de leaders, 4 styles de leadership qui ont été identifiés par Hersey et Blanchard. Ces 4 types de leadership, ils sont un style directif, un style persuasif, un style participatif et enfin un style délégatif. Si je vous montre cette carte mentale, vous allez voir ce qui caractérise chacun de ces styles. Le style directif, c'est-à-dire le monsieur en cravate pour l'associer au petit personnage qui le symbolisait, le leader directif, c'est quelqu'un qui donne à la fois des ordres, des consignes, des instructions et des tâches. C'est quelqu'un qui planifie, structure, décide, contrôle et c'est quelqu'un qui dit je. Je dirige un groupe. Le leader persuasif, dans lequel vous êtes massivement et presque unanimement reconnu, c'est un leader qui propose
à la fois des projets et des objectifs, qui suscite l'adhésion, qui va mobiliser à la fois un groupe et des compétences, qui va expliquer les stratégies et les choix dans le but de convaincre pour obtenir l'adhésion de son public. C'est aussi un leader qui va dire je, dans le sens où je vous propose quelque chose pour vous impliquer dans mon projet. Le leader participatif, c'est-à-dire le soldat, on a choisi le petit Lego du soldat pour symboliser le fait que c'est quelqu'un qui se met sur un pied d'égalité, qui est avec les autres, qui n'est pas au-dessus. Le leader participatif, c'est quelqu'un qui dit nous, c'est-à-dire je suis avec vous et nous sommes un groupe cohérent. C'est un leader qui écoute et qui négocie, qui est ouvert à l'autre, qui n'a pas la science infuse en essayant d'imposer sa vision. C'est quelqu'un aussi qui est capable de conseiller, d'associer et de partager autant les décisions pendant le processus de travail que aussi le mérite à la fin. Alors tous ces styles de leadership, ce sont des styles qui ont été identifiés dans le monde de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, vous voyez sur ce schéma, dans la théorie de R.C. Blanchard, qu'on vous parle de subalternes. On vous parle de degré de maturité des subalternes en fonction d'un style, en fonction duquel le style de leadership va s'adapter. Donc R.C. et Blanchard ont développé cette théorie selon laquelle plus le degré de maturité est élevé, plus le leader pourra, entre guillemets, se mettre en retrait. Donc, c'est-à-dire qu'avec un degré de maturité plutôt faible, il faudra être plus directif, il faudra diriger beaucoup plus, contrôler beaucoup plus. Et par exemple, avec un degré de maturité un peu plus élevé, le leader pourra un peu plus s'impliquer, se mettre à égalité avec ses collaborateurs. Et lorsque vous avez des subalternes avec un degré de maturité et d'autonomie très élevé, le leader peut aller au surf, pour revenir à nos petits Lego, à nos caricatures, et laisser les autres travailler. La question que je me pose, est plutôt le réflexe presque pavlovien que j'ai moi en tant que professeur qui a été bercé au cadre européen. Moi, dès que je vois une échelle de niveau, une échelle de degré, je pense à ça. C'est-à-dire, je pense au niveau que vous connaissez tous, à l'échelle de connaissance et d'utilisation de la langue selon le cadre commun européen de référence. Et une fois que j'ai fait l'association entre les deux, c'est-à-dire une fois que j'ai superposé cette pyramide de degrés de maturité avec une échelle de connaissance de la langue, j'arrive à ce schéma. Et je change tout. Je ne parle pas de degré de maturité des subalternes, je parle de niveau de langue des étudiants. Et je ne parle pas de style de leadership, je parle de style d'enseignant. Et je vous pose une question. Cette application des styles de leadership au niveau du CECR vous semble-t-elle pertinente? Voilà, Et je donc ne vous dis pouvez rien. cliquer sur oui ou non et faire send pour envoyer votre réponse. Moi, de mon côté, Pascal, bon, Oui, je ne vais pas non plus influencer les collègues qui sont en train de participer, mais bah, elle a je pas ne vois l'air pas si la mal. réponse. Oui, donc je te dis, pour le moment, les personnes qui ont voté, tout le monde a dit oui. Voilà, pour le moment. Ah, il y a quelqu'un qui a dit non aussi. Donc 75-25. On considère que c'est le résultat définitif? Ouais, bon. Tu peux déjà commencer à Ouais. expliquer. On va laisser, si tu veux, on va laisser quand même les sondages ouverts, les temps que Mhm. le dernier collègue réponde. Mais si tu veux, continue, continue. Alors spontanément, on pourrait se dire, mais oui, mais caramba, mais oui, quelle bonne idée.
puisque c'était mon idée première, effectivement, on peut considérer qu'avec un niveau de langue moins consistant, le prof, le leader, doit s'investir un petit peu plus et il doit contrôler. Et effectivement, on peut considérer que lorsqu'on a des apprenants qui maîtrisent qui maîtrisent assez bien la langue pour être autonome, le professeur peut être plus délégatif et laisser les apprenants travailler en autonomie. C'est pas idiot. Mais après, moi, si je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui m'empêche de mener des activités dans lesquelles mes apprenants vont travailler en autonomie dès le niveau A1 ou le niveau A2. Et à l'inverse, il peut très bien m'arriver de vouloir guider des activités de production écrite à travers des consignes ou peut-être même des contraintes très directives pour des apprenants de niveau C1 ou des apprenants de niveau C2. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que nous avions la possibilité d'être indépendamment du niveau, à la fois délégatif, à la fois participatif, à la fois persuasif et à la fois directif. C'est-à-dire que on avait la possibilité de jongler avec différents styles, d'adapter nos styles au niveau et au groupe auquel on avait affaire. Donc cette superposition, même si elle peut nous guider un petit peu, elle ne me semble pas tout à fait pertinente. Je crois personnellement que nous devons être polymorphes. Polymorphes dans le sens que nous devons avoir la possibilité de travailler, de jouer avec ces différents styles, ces différentes compétences et ces différentes qualités à tous les niveaux. Le caractère polymorphe du leader, il a été étudié, il a été développé par un monsieur qui s'appelle Gérald Karsenty, dont vous voyez ici la couverture d'un ouvrage qui s'appelle Leader du troisième type. Alors Gérald Karsenty, il va relativement loin dans sa réflexion, il nous parle d'un leader qui serait un hybride entre un leader autoritaire et un leader séducteur. Il y a une part de séduction dans le leadership, mais ce qui est le plus intéressant dans son ouvrage, c'est les qualités qu'il identifie pour être un leader efficace et pour redonner du sens à sa fonction de leader d'un groupe. Donc parmi ces qualités, il y a l'approche créative. Et il nous parle d'une approche créative dans le sens où le prof, ou le leader, je mélange toujours les deux, puisque c'est l'objectif de la présentation, le leader va créer un environnement propice à l'innovation. Vous avez vu tout à l'heure Véronica Hadouk, lorsqu'elle a mis son vêtement des organes intérieurs, elle a créé quelque chose, elle a innové. Et le fait d'innover quelque chose, ça va convoquer une autre forme d'intelligence qui n'est plus une intelligence rationnelle, qui est plus une intelligence émotionnelle. On va créer une réaction qui va permettre d'impliquer beaucoup plus notre groupe. Le bon leader, c'est aussi un exemple. Il a une exemplarité irréprochable. Cette exemplarité, elle est le biais par lequel on va pouvoir inspirer un groupe en étant un exemple. Être un exemple, ça veut dire aussi être humble, être accessible, être à l'écoute des autres et surtout accepter qu'on ne peut pas réussir tout seul. J'insiste sur ça, c'est que parfois nous, en tant que profs, on a l'impression que parce que nous sommes les profs, nous devons avoir réponse à tout. Non. On peut très bien aller demander de l'aide à un collègue, on peut très bien demander de l'aide même à ses apprenants, qui peuvent avoir des compétences que nous n'avons pas. Donc il faut avoir cette humilité. Parmi les qualités, il y a aussi le côté collaboratif. Et quand je vous disais tout à l'heure que le leader doit être polymorphe, il doit avoir tous les styles en même temps, vous voyez que dans cette liste, il y a
des recoupements par rapport aux caractéristiques qui ont été identifiées et que vous avez vu dans la carte mentale tout à l'heure. Il doit aussi déléguer, il doit être délégatif, et il doit avoir aussi la capacité de donner du sens. Donner du sens, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donner du sens, ça veut dire avoir la capacité toute simple de répondre à la question pourquoi? Et pourquoi on fait ça? Il n'y a rien de plus démotivant qu'une activité à laquelle on ne sait pas pour laquelle on ne sait pas quel est le but. Donc, un leader efficace, c'est quelqu'un qui sait expliquer pourquoi on fait certaines choses et pourquoi on ne fait pas certaines autres choses. Et puis, la dernière chose, c'est presque une évidence pour nous, nous, professeurs formés en langue et très souvent en matière humaniste, la démarche centrée sur l'humain. L'humain avant tout, c'est quelque chose qu'on a chevillé au corps, entre guillemets, même si parfois certaines institutions essayent de nous le faire oublier en nous mettant comme objectif des chiffres, des examens, des notes et des contextes dans lesquels l'humain n'a plus vraiment de place. Donc voilà un petit peu ce que disait Gérald Karsenty. Et puis, si on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, on arrive à un autre style de leadership, c'est le leader conteur. Les gens qui s'intéressent de très très près à la question du leadership dans l'entreprise, dans le monde du travail, se sont rendus compte que les meilleurs leaders étaient en réalité les meilleurs raconteurs d'histoires. Raconter des histoires, c'est le propre de l'humanité. Depuis que le monde est monde, les gens se racontent des histoires. Parce qu'une histoire, un récit, que ce soit une anecdote qui nous est arrivée hier, ou que ce soit une épopée ulyssienne, c'est mémorable, c'est rafraîchissant. On s'en souvient beaucoup plus qu'un tableau Excel ou qu'un PowerPoint avec des diagrammes et des graphiques. C'est beaucoup plus stimulant que de l'abstrait et ça crée un attachement émotionnel. Sur l'attachement émotionnel, je voudrais rebondir, je voudrais dire quelque chose. On a vu tout à l'heure la place de la créativité contre la rationalité. Eh bien, on retrouve ici cette même problématique de l'attachement émotionnel. Lorsqu'on écoute une histoire ou lorsqu'on la crée, il se passe en nous différents états émotionnels qui entraînent biologiquement la sécrétion de certaines molécules qui vont favoriser l'empathie, qui vont développer la satisfaction, et qui dit la satisfaction dit aussi la motivation, et aussi une autre hormone qui va favoriser l'attention du groupe. Une histoire aussi, elle peut porter des valeurs. Il y a des valeurs cachées à l'intérieur de tous les contes, de toutes les histoires. C'est une histoire, elle va motiver un groupe parce qu'elle va faire partie d'un patrimoine commun autour duquel on va se fédérer. Et puis une histoire, elle va libérer l'innovation et la créativité et elle va aussi permettre d'inspirer plus que d'être la cause de l'admiration. Quand je parle d'inspiration et d'admiration, lorsque par exemple Emmanuel Macron, que vous avez définitivement identifié comme un très très mauvais leader, il a été élu à l'époque parce que les gens ont considéré qu'il était plutôt bon. Bon, maintenant il a perdu beaucoup de crédibilité, c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne l'avez pas identifié comme un bon leader. Mais il a été élu, je crois, parce qu'il était capable de raconter une histoire personnelle qui a inspiré les gens. Les gens ont pensé que quelque chose était possible. Et puis, dans les histoires qu'on raconte, chacun, quand on les écoute, on peut y injecter du sens personnel, et donc on se l'approprie, on peut entrer à l'intérieur. Cette capacité à raconter des histoires, elle fait que sur le marché des guides de développement personnel et des guides de marketing, on voit des livres comme celui-ci apparaître, les 7 règles du storytelling. Ils appellent ça le storytelling et
ils encouragent les futurs managers, les futurs leaders à apprendre à raconter des histoires et à se raconter en tant que personnage d'histoire, se présenter comme des héros auxquels s'identifier, des héros qui vont provoquer une inspiration chez les collaborateurs. Alors moi, ces conseils qui sont, ces règles de storytelling qui sont présentées par ces deux auteurs, elles m'intéressent non pas pour que nous, en tant que profs, on se présente comme des héros ou comme des modèles d'inspiration, quoique, ça peut être possible, mais je les prends plutôt comme une invitation à créer des histoires avec nos apprenants, à oser la fiction, puisque la fiction va fédérer un groupe à l'intérieur d'un monde clos. Et c'est, je crois, une des caractéristiques d'un leader, c'est-à-dire celle de inclure un groupe vers un objectif, de raconter une histoire en français, puisqu'on est prof de français, prof de langue. Et merci de votre attention. Je bois un petit peu. Je me permets d'intervenir. Merci, Pascal. Donc, maintenant, on va vous laisser le temps d'envoyer d'envoyer vos questions si vous en avez. Au passage, je tiens à dire qu'il y a eu un petit problème, les choses du direct, hein. Donc, une première partie du webinaire n'a pas été bien retransmise. Voilà, mais on a tout enregistré, donc il y a aucun problème parce que tout est enregistré. Vous allez tout retrouver sur les sites de Macmillan. D'ailleurs, ils sont en train de faire justement un mail en ce moment en expliquant que vous allez recevoir ça sous forme de lien, etc., pour pouvoir le retrouver. Donc, en attendant, je ne sais pas si les gens qui ont pu suivre, ils sont prêts à nous lancer des questions. Donc, en tout cas, on est prêts. Vous avez sur vos écrans, il y a une fenêtre qui apparaît pour taper vos questions. Donc, en attendant, s'il y a des gens qui réagissent, Pascal, moi j'ai la question. C'est quoi ton type de leader en prof de FLE? Si je Eh bien, tu peux, n'as pas écouté. si tu peux le dévoiler. J'étais en train de résoudre un problème technique, voilà. Moi, j'essaye tant que faire se peut d'être polymorphe. C'est-à-dire, Mhm. j'essaye de m'adapter en permanence à la situation et au groupe que j'ai en face de moi. Mais pour Ok. répondre à ta première question par rapport au petit quiz avec les quatre leaders, puisque la question Mhm. qui nous intéressait, c'était de savoir lequel était le plus efficace chacun dans son domaine, je crois que les quatre sont, chacun dans leur domaine, des modèles de réussite, puisque Macron, Mhm. même si personne n'a voté pour, il a été élu, il a été Oui, considéré meilleur que les autres, ça veut dire il a inspiré, il a fait rêver certaines personnes à un moment donné. Quant effectivement. à Greta Thunberg, quant à Greta Thunberg, c'est très intéressant de voir à quel point ce qu'elle dit peut Mhm. inspirer bien Inspiré. Mhm. plus que certains hommes politiques. Effectivement. Parce On que reçoit une question. Oui, Greta, pardon. oui, pardon, non, non. Non, non, vas-y, termine, termine. Eh ben, j'ai fini. Non, je Ok, voulais juste donc, dire que Greta Thunberg aussi, si elle était à ce point influente, c'est aussi parce que elle a su se présenter en tant que personnage d'une histoire personnelle. mhm. Bah oui. Deux petites questions qui nous arrivent. Quelle différence entre un leader présentiel et effectuer son leadership à distance? Voilà, bien dans l'air du temps, Pascal. Ah oui, en effet, c'est quelle est la différence? Un leader présentiel et un leader à distance. Et effectuer son leadership à distance. Mhm. Eh bien, je dirais que c'est un peu la même chose. Parce qu'il y a une trace derrière, Euh, non? Disons que si on est dans ces situations de confinement, on a déjà une image des leaders qui est gardée et qu'après, il faut qu'on... je dirais que la situation de l'enseignement à distance nous oblige à développer la partie la plus délégative à l'intérieur de nous. Mhm. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne, lorsqu'on adapte un enseignement du présentiel à la distance, on- Mhm. du moins c'est ce que je vois et c'est ce que je pratique moi-même lorsque j'enseigne,
c'est qu'on va mettre en place des stratégies de classe inversée dans lesquelles le travail en autonomie est beaucoup plus développé qu'en présentiel. C'est-à-dire que on ne va pas hésiter à donner certaines tâches de préparation à la production orale ou certains exercices de grammaire avant de se rencontrer en présentiel sur des logiciels de conférence type Zoom. Ça veut dire que la confiance est quelque chose qui est fortement mobilisé et peut-être beaucoup plus que lorsqu'on est en présentiel. De la même manière, cette confiance, elle se retrouve avec la problématique de la triche. Beaucoup de profs, beaucoup de profs sont très inquiets de me dire ah oui mais avec les cours à distance on peut pas surveiller ce qu'ils font. Ben non, on peut pas surveiller. Oui, oui, c'est Non. clair. Deux petites questions qui s'ajoutent. Oui. Je te les fais de suite. Donc, première question, quel est le type de leader, à ton avis, que les ados préfèrent? Et la deuxième, comment est un leader dans l'enseignement virtuel puisqu'on manque le contact humain avec nos élèves? Le type de leader que les ados préfèrent, ben je crois, au risque de me répéter, je crois que le leader polymorphe, c'est-à-dire le Polymorphe. leader que les ados ou même que les adultes, hein, pas seulement les ados, le leader que le public préfère, c'est celui qui sait être tout à la fois et surtout qui sait à quel moment, quel style privilégier plus qu'un autre. Mhm. Et la Et deuxième pour finir, question, je l'ai oubliée. voilà, pour comment est un bon leader dans l'enseignement virtuel puisqu'on manque les contacts humains avec les élèves? Un petit conseil de ta part. Un petit conseil, rester en contact, et surtout rester humain, c'est-à-dire parfois ne, accepter de ne pas être qu'un prof, c'est accepter d'être une personne qui est confrontée aux problématiques techniques, accepter de dire écoutez je ne sais pas, je n'arrive pas à me connecter, c'est presque un conseil, presque un conseil idiot, mais c'est accepter de tomber le masque du Oui, professionnel et de montrer que nous aussi, on a le droit d'être dépassé par la situation, qu'on est dans la même barque, qu'on rame ensemble, qu'on participe de la même dynamique et qu'on subit les conséquences d'un même problème. voilà, Je c'est pense ça. que cette humanité-là, y compris dans les faiblesses, elle peut développer une empathie qui peut, j'espère, créer une meilleure dynamique entre le prof et les élèves. Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Pascal ta super intervention. Donc, pour ceux qui Merci. n'ont pas pu suivre au début parce qu'il y a eu une petite coupure, sachez qu'on va vous envoyer la vidéo. Il y a quelques questions par rapport à ça. Donc, vous inquiétez pas. On va vous envoyer la vidéo par email avec un lien. Comme ça, vous pouvez le revoir depuis le début. Et donc, on va changer d'intervenant. Maintenant, on va dire au revoir à Pascal et un grand merci. Et pour changer d'intervenant juste, on vous demande pour changer les caméras, effectuer que tout se passe bien, voir que tout se passe bien, on vous demande juste de patienter quelques instants et on revient avec Virginie et la prochaine intervention. Un grand merci Pascal. Merci.